que d'autres orateurs eussent suivi l'exemple de Gracchus, puisque la flûte qui servait à l'usage dont nous parlons avait un nom particulier. Elle s'appelait tonorium. On ne doit pas trouver si étrange après cela que les comédiens se fissent soutenir par un accompagnement, quoiqu'ils ne chantassent point à notre manière, et qu'ils ne fissent que réciter une déclamation composée. Enfin, nous voyons dans un des écrits de Lucien que Solon, après avoir parlé au Scythe Anarchasis, des acteurs des tragédies et de ceux des comédies, lui demande s'il n'a point aussi remarqué les flûtes et les instruments qui les accompagnaient dans leurs récits, et pour traduire mot à mot, puis chanter avec eux. Nous venons encore de citer un passage de Diomède qui fait foi qu'on accompagnait les cantiques ou les monologues, mais le pitole répondait dans les chants pithiques. Les conjectures sur la composition que pouvait jouer la basse continue dont les acteurs étaient accompagnés en déclamant sont que cette composition était différente pour les dialogues et pour les monologues. Nous verrons tantôt que les monologues s'exécutaient alors d'une manière bien différente de celle dont les dialogues étaient exécutés. Ainsi, je crois que dans l'exécution des dialogues, la basse continue ne faisait que jouer de temps en temps quelques notes longues qui se faisaient entendre aux endroits où l'acteur devait prendre des tons dans lesquels il était difficile d'entrer de justesse. Le son des instruments n'était donc pas un son continu durant les dialogues, comme peut l'être le son de nos accompagnements, mais il s'échappait de temps en temps pour rendre à l'acteur le même service que Gracchus tirait du flûteur, lequel il tenait auprès de lui lorsqu'il haranguait, afin que ce musicien lui donnât à propos les tons concertés. Ce soin occupait encore Gracchus lorsqu'il prononçait ces terribles harangues qui devaient armer les citoyens les uns contre les autres et qui armaient certainement contre l'orateur le parti le plus à craindre dans Rome. Quant à la basse continue qui accompagnait les monologues ou les cantiques, qui était la même chose comme nous le dirons, je crois qu'elle était plus travaillée que l'autre. Il semble même qu'elle imita le sujet, et pour me servir de cette expression, qu'elle jouta avec lui. Mon opinion est fondée sur deux passages. Le premier est de Donat. Cet auteur dit dans un endroit qui a déjà été cité que ce n'était pas le poète, mais un musicien de profession qui composait le chant des monologues. L'autre passage est tiré de l'écrit contre les spectacles que nous avons parmi les ouvrages de Saint-Cyprien. L'auteur dit en parlant des joueurs d'instruments qu'on entendait au théâtre: l'un tire de sa flûte des sons lugubres, l'autre dispute avec les chœurs à qui se fera entendre, ou bien il joute contre la voix de l'acteur en s'efforçant d'articuler aussi son souffle à l'aide de la souplesse de ses doigts. Il est vrai qu'au sentiment des meilleurs critiques, le traité contre les spectacles que je viens de citer n'est pas de Saint-Cyprien. Ainsi, son autorité ne serait point d'un poids bien considérable s'il s'agissait d'une question de théologie. Mais dans la matière que nous tâchons d'éclaircir, son témoignage n'en est guère moins authentique. Il suffit pour cela que l'auteur de cet écrit, qui est connu depuis plusieurs siècles, ait vécu quand les théâtres des anciens étaient encore ouverts. Or, l'auteur de cet écrit, quel qu'ait été, ne l'a composé que pour faire voir qu'un chrétien ne devait point assister au spectacle de ces temps-là, qu'il ne devait pas, comme le dit saint Augustin, participer aux infamies du théâtre, aux impiétés extravagantes du cirque, ni aux cruautés de l'amphithéâtre. Ce que je viens de dire du traité contre les spectacles, que nous avons parmi les ouvrages de Saint-Cyprien, je puis le dire aussi pour ne le point répéter ailleurs de quelques écrits que nous sont restés sous le nom de Justin Martyr et que les critiques ne reconnaissaient pas pour être de lui. Il suffit que ces écrits, qui sont très anciens, aient été composés quand les théâtres étaient encore ouverts pour rendre les faits que j'appuie de leur témoignage des faits avérés. Cette étude recherchée de tous les artifices est capable de mettre de la force et de jeter de l'agrément dans la déclamation. Ces raffinements sur l'art de faire paraître sa voix ne passeront point pour les bizarreries de quelques rêveurs auprès des personnes qui ont connaissance de l'ancienne Grèce et de l'ancienne Rome. Non seulement l'éloquence y menait aux fortunes les plus brillantes,
mais elle y était encore, pour parler ainsi le mérite à la mode. Un jeune homme de condition des plus avant dans le monde et de ceux qu'on appelle quelquefois en style enjoué la fine fleur de la cour, se piquait bien de haranguer et même de parler avec applaudissement devant les tribunaux dans les causes de ses amis, comme il se pique aujourd'hui d'avoir un équipage leste et des habits de bon goût. On le louait de bien plaider dans les vers galants qu'on faisait pour lui. De fait, noble et beau, la parole prête pour les accusés inquiets. Jeune homme multiples talents, il portera loin les enseignes de ta milice. Dit Horace en parlant à Vénus d'un de ces hommes du bel air, qu'on se figure que ce monde à qui les jeunes gens ont tant envie de plaire faisait du moins autant d'accueil au jeune homme éloquent qu'au jeune homme bon officier. Enfin, c'était la mode que les souverains parlassent souvent en public. Ils se piquaient de composer eux-mêmes leurs discours, et l'on remarque que Néron est le premier des empereurs romains qui ait eu besoin qu'un autre lui fît ses harangues. Suétone et Dion nous apprennent que ce prince était si savant dans l'art de la déclamation qu'il avait joué les premiers rôles dans les tragédies de Canacée, d'Oreste, d'Oedipe et d'Hercule furieux. Le premier raconte même un incident arrivé dans une représentation de l'Hercule qui dut divertir l'assemblée autant qu'aucune scène de comédie. Un soldat des gardes qui servait depuis peu et qui était en faction sur le théâtre se mit en devoir de défendre son empereur contre les autres acteurs qui le voulaient enchaîner dans l'endroit de la pièce où l'on mettait les fers aux mains à Hercule. Il chanta entre autres l'accouchement de Canacée, au reste matricide, Oedipe devenu aveugle, Hercule furieux. On raconte que durant cette pièce, un jeune soldat qui montait la garde à la porte, voyant qu'on parait Néron de chaînes et qu'on l'attachait, comme le demandait le sujet, accourut pour lui porter secours. Dion Cassius. Je vais alléguer un exemple qui vient ici d'une autre importance. Thrasea Poetus, cet illustre sénateur romain que Néron fit mourir, lorsqu'après avoir fait périr tant d'hommes vertueux, il voulut extirper la vertu même, avait joué dans une tragédie représentée sur le théâtre de la ville de Padoue, dont il était. Tacite dit dans le 16e livre de ses annales, parce que le même Thrasea, se mouvant à Padoue, où il était né, avait chanté en costume tragique au jeu institué par le Troyen en ténor. Des instruments à vent et à cordes dont on se servait dans les accompagnements. Je reviens à la basse continue. On voit dans un bas-relief antique ce que nous avons lu dans Cicéron. Je veux dire que les instruments ne se taisaient point après avoir préludé, mais qu'ils continuaient de jouer pour accompagner l'acteur. Bartholin le fils, qui composa à Rome son livre sur les flûtes des anciens, place dans ce livre une planche gravée d'après un bas-relief antique qui représente une scène de comédie qui se passe entre deux acteurs. L'un qui est vêtu de long et qui paraît le maître saisit son esclave d'une main et il tient dans l'autre main une espèce de sangle dont il veut le frapper. Deux autres acteurs, coiffés comme les premiers du masque que portaient les comédiens des Romains, entrent sur la scène, au fond de laquelle on voit un homme debout qui accompagne de sa flûte. Cette basse continue étant composée ordinairement de flûtes et des autres instruments à vent que les Romains comprenaient sous le nom de tibier. On ne laissait pas néanmoins d'y employer aussi quelquefois de ces instruments dont les cordes étaient placées à vide dans une espèce de bordure creuse et dont la concavité faisait un effet approchant de celui que fait le ventre de nos viols. Suivant que cette bordure était dessinée, suivant qu'elle avait dans sa partie basse un ventre configuré d'une certaine manière, on donnait un nom différent à ces instruments, dont les uns s'appelaient testudines et les autres citharées, c'est-à-dire lyre ou harpe. Comme on voulut d'abord tirer de ces instruments plus de tons différents qui n'avaient de cordes différentes, on raccourcissait la corde dont on prétendait tirer un son plus aigu que celui qu'elle rendait quand on la touchait à vide, en la pinçant avec deux doigts de la main gauche, armée apparemment de dés d'ivoire, tandis qu'on la faisait résonner avec la main droite. C'était dans cette main que les joueurs de lyre portaient une espèce d'archet court et qui ne consistait qu'en un morceau d'ivoire ou de quelque autre matière dure façonnée pour l'usage qu'on en voulait faire. Il s'appelait pecten en latin. Les anciens ajoutèrent dans la suite tant de cordes à la lyre qu'ils n'eurent plus besoin de cet artifice.
Ammien Marcellin dit que de son temps, et cet auteur vivait dans le IVe siècle de l'ère chrétienne, il y avait des lyres aussi grosses que des chaises roulantes. On fabrique des lyres et des instruments hydrauliques énormes à l'aspect de voitures à roues. En effet, il paraît que dès le temps de Quintilien, qui a écrit 2 siècles avant Ammien Marcellin, chaque son avait déjà sa corde particulière dans la lyre. Les musiciens, c'est Quintilien qui parle, ayant divisé en 5 échelles dont chacune a plusieurs degrés, tous les sons qu'on peut tirer de la lyre. Ils ont placé entre les cordes qui donnent les premiers tons de chacune de ces échelles d'autres cordes qui rendent des sons intermédiaires, et ces cordes ont été si bien multipliées que pour passer l'une des 5 maîtresses cordes à l'autre, il y a autant de cordes que de degrés. Quand ils ont constitué 5 sons sur la cithare, ils remplissent ces échelles d'une grande variété de cordes, et aux échelles qui sont intercalées, ils introduisent d'autres cordes pour que ces passages peu nombreux aient de nombreux degrés. Nos instruments à cordes qui ont un manche à l'aide duquel on peut tirer avec facilité différents tons d'une même corde qu'on raccourcit à son plaisir en la pressant contre le manche auraient été bien plus propres pour un accompagnement, d'autant plus que nous les touchons encore d'un archet fort long et garni de crins avec lequel on unit et on prolonge aisément les sons, ce que les anciens ne pouvaient point faire avec leurs archets. Mais je crois que les anciens n'ont pas connu les instruments de musique à cordes et à manches, du moins tous les instruments que nous trouvons sur les monuments antiques où l'on en voit un grand nombre ont leurs cordes placées à vide. Voilà, suivant les apparences, pourquoi les anciens se servaient plus volontiers dans l'accompagnement de leurs instruments avant que de leurs lyres. Quoiqu'ils leur eussent donné dans la suite jusqu'à 30 et 40 cordes, principales ou subsidiaires, ils avaient cependant un grand nombre d'instruments à cordes dont la construction et l'usage se sont perdus. Mais les instruments avant sont si propres pour les accompagnements que nous nous en servons dans nos basses continues, quoique nous ayons des viols et des violons de plusieurs espèces. Néanmoins, les anciens ne laissaient pas d'employer quelquefois leurs instruments à cordes pour accompagner ceux qui récitaient des tragédies. Nous voyons qu'ils le faisaient, et par les anciennes scolies sur les poètes tragiques grecs, et par le traité de Plutarque par la musique. La poétique d'Horace suppose encore cet usage, et Dion raconte que du temps de Néron, on se servit dans la représentation de quelques tragédies d'instruments à cordes. Il est facile de comprendre, après ce que nous venons de dire, pourquoi l'on a marqué avec tant d'exactitude au bas du titre des comédies de Terence le nom des instruments avant dont on s'était servi dans la représentation de chaque pièce, comme une information sans laquelle on ne pouvait pas bien comprendre quel effet plusieurs scènes devaient produire dans l'exécution, ou comme une instruction nécessaire à ceux qui voudraient les remettre au théâtre. La portée de chaque espèce de flûte était très bornée du temps de Terence, parce que ces instruments n'étaient encore percés que d'un petit nombre de trous. Ainsi, cet enseignement empêchait qu'on ne se méprit sur l'espèce de flûte dont il fallait se servir, et par conséquent qu'on ne se méprit au ton sur lequel il fallait déclamer plusieurs endroits des comédies de ce poète. Non seulement on changeait de flûte lorsque les chœurs venaient à chanter, mais on en changeait encore dans les récits. Donat nous apprend qu'on se servait de l'espèce de flûte que les anciens appelaient tibier d'extrait, et dont le ton était très bas, pour accompagner les endroits sérieux de la comédie. On se servait de 2 espèces de flûtes que les anciens appelaient flûte gauche et flûte tyrienne, ou serranée, pour accompagner les endroits de plaisanterie. Ces endroits se prononcent naturellement d'un ton de voix plus élevé que les endroits sérieux. Et aussi le ton de ces flûtes était-il plus aigu que le ton des flûtes droites. Dans les scènes mêlées de traits sérieux et de bouffonnerie, on employait alternativement toutes ces espèces de flûtes. Les flûtes droites, avec leur tonalité grave, exposaient les propos sérieux de la comédie. Les flûtes gauches et les serranées, c'est-à-dire de tir, soulignaient TYR, la ville, soulignaient de leur douceur subtile les passages plaisants dans la comédie. Mais quand la pièce était intitulée « Jouer avec la flûte droite et la flûte gauche », elle annonçait un mélange de plaisant et de sérieux. Il me semble que ce passage jette présentement un grand jour sur le titre des comédies de Terence, qui souvent ont mis à la gêne des savants commentateurs sans qu'ils y
disent rien sur quoi l'on puisse fonder un jugement arrêté. Comme nous l'avons exposé dans le premier volume de cet ouvrage, les Romains avaient, lorsque Donat écrivait, des comédies de 4 genres différents. Celle du premier genre, qu'il appelait togaté, où les comédies à longue robe étaient très sérieuses. Les tabernariés les témoins, les athélanés leur étaient apparemment semblables en cela, et les mimes devaient être de véritables farces. On ne doit donc pas être surpris du détail où entre Donat, en parlant en général des flûtes dont on se servait pour accompagner la récitation des comédies. Le passage de Donat explique encore un endroit de Pline où cet historien dit que pour faire les flûtes gauches, on employait le bas du même roseau dont le haut servait à faire des flûtes droites. Le roseau qui était le plus près de la racine convenait pour la flûte de gauche, le plus voisin de la cime pour celle de droite. Le bas du roseau étant plus épais que le haut, il doit rendre un son plus aigu, et le haut du roseau doit par conséquent rendre un son plus grave. Tous les livres de physique en donnent la raison. Mais, me dira-t-on, vous semblez louer les acteurs des anciens d'une chose qui passe pour un défaut. En disant d'un acteur qui chante, on croit le blâmer. Je réponds que cette expression enferme véritablement un reproche dans notre usage, mais c'est uniquement à cause du sens limité dans lequel nous avons coutume d'employer le mot de chanter lorsque nous nous en servons en parlant de la déclamation théâtrale. Il est établi qu'on ne dise d'un acteur qui chante que lorsqu'il chante mal à propos, lorsqu'il se jette sans discernement dans des exclamations peu convenables à ce qu'il dit, et lorsque par des tons empoulés et remplis d'une emphase que le sens des vers désavoue, il met hors de propos dans sa déclamation un pathétique toujours ridicule dès qu'il est faux. On ne dit pas d'un acteur qu'il chante lorsqu'il ne place qu'à propos les soupirs, les accents les plus aigus et plus graves, comme les tons les plus variés. Enfin, lorsqu'il emploie dans les endroits où le sens de ce qu'il dit le permet, la déclamation la plus approchante du chant musical. On ne dit point de l'actrice qui daigne encore jouer quelquefois le rôle de Phèdre dans la tragédie de Racine, qu'elle chante le récit qui commence par ces paroles « Juste ciel, qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Quoique sa déclamation ne soit alors différente du chant musical que parce que les sons que forme une personne qui déclame ne sont point frappés séparément et ne reçoivent pas leur perfection dans les mêmes parties de l'organe de la parole que les sons que forme une personne qui chante. Or, on voit bien que le chant vicieux dont on vient de parler ne saurait être imputé aux acteurs de l'Antiquité. Ils avaient tous fait un long apprentissage de leur art, comme je le dirai plus tard, et presque toujours ils ne faisaient que réciter une déclamation composée par des hommes dont cette tâche était la profession particulière.